annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission Entre deux. L'Union progressiste Le Renouveau, acteur incontournable de la politique béninoise, poursuit son chemin avec de nouveaux défis et perspectives en vue des échéances à venir. Aujourd'hui, nous explorons les coulisses et la stratégie de ce grand parti pour comprendre sa vision, ses ambitions et justement ses actions. Quelle est la place aujourd'hui de cette formation politique dans le contexte actuel? Quels projets, quelles réponses aux critiques et comment aborde-t-elle les enjeux soulevés par la révision du code électoral et les récentes polémiques? Pour en parler, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir sur ce plateau M. Théophile Yarou, ancien ministre et figure éminente du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Bonjour Monsieur le ministre, merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci. Cette émission sera co-animée par moi-même Ismaël Balogun et mon confrère Arnaud Koumoudi du BLTV. Bonjour Arnaud. Bonjour Ismaël. Merci également d'être sur ce plateau et ravi de partager avec vous ce moment d'échange avec le ministre Théophile Yarou. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Avec le ministre, nous allons essayer d'apporter plus de lumière sur ces nombreuses questions que se posent les citoyens béninois au regard des soubresauts et rebondissements de l'actualité du pays. Ce qui, je crois, est normal puisque, comme tu le sais, Balogun, nous sommes en train de prendre le dernier virage qui est de la ligne qui nous conduit directement, je dirais, aux élections générales de 2026. Et le ministre va permettre aux citoyens d'avoir un certain nombre de réponses à ces nombreuses questions, je dirais, qu'ils se posent. Alors, et tout à fait. Et, monsieur le ministre, vous êtes membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Alors, je dirais une formation politique qui mène des actions sur le terrain depuis qu'il a été porté sur les fonds baptismaux. Dites-nous aujourd'hui, comment se porte le parti du Grand Barbare auquel vous appartenez? Très bien. Le parti Union progressiste Le Renouveau se porte très très bien. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le plus grand parti politique actuellement du Bénin. Et comme nous le disons dans notre slogan, nous comptons maintenir ce cap-là, c'est-à-dire rester le plus grand parti politique du Bénin. Alors, comment nous fonctionnons aujourd'hui? Le parti, depuis quelques mois, a entrepris l'installation de toutes les structures, depuis la cellule, les sous-sections, les sections, le comité, jusqu'au niveau donc, des structures au niveau national. Par exemple, au niveau national, nous avons la haute direction politique du parti. Après la haute direction du parti, il y a la direction exécutive nationale qui fonctionne très très bien, dont je suis membre. Et puis il y a le bureau politique du parti. Donc voilà un peu, grosso modo, pour vous dire que nous avons tous les organes prévus par nos tests qui sont déjà installés et qui fonctionnent désormais correctement. Bien, alors, monsieur le ministre, comme vous l'avez expliqué, vous avez dit déjà, effectivement, les bases sont installées, tout est mis en place pour que le parti fonctionne comme cela se doit. Alors, dites-nous, quels sont les défis majeurs que rencontre le parti face à l'opposition au niveau local? Oh, est-ce qu'il y a de défis majeurs? C'est normal, nous sommes dans un contexte de démocratie, donc où nous avons une opposition et une mouvance à laquelle l'Union progressiste de Renouveau appartient. Et donc, par conséquent, sur le terrain, on n'a pratiquement pas de problème avec l'opposition parce que leur présence ne nous gêne pas, bien au contraire. Et peut-être à leur niveau que c'est notre présence qui gêne parce que, comme vous l'avez dit, l'Union progressiste de Renouveau est très très active sur le terrain.
Bon, en dehors de ça, je ne crois pas que nous ayons de programme particulier. Mais non, je dirais plus ou moins, puisque le parti Union progressiste fait partie de la mouvance. Et aujourd'hui, on sait qu'avec les démocrates, il y a ce petit conflit-là. La mouvance n'est pas d'accord. Plutôt, je dirais, l'opposition n'est pas d'accord avec la mouvance sur un certain nombre de choses. Donc, quelque part, on dirait qu'il y a quelques frictions qui se mènent sur le terrain. Cette cohabitation-là au niveau local, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de cohabitation. C'est-à-dire que si vous me dites que sur tel point, quelle est la position de notre parti et quelle est la position des démocrates, comme vous le dites, je pouvais opiner. Bon, d'accord, là on va en venir, puisque la question est prévue pour Monsieur le ministre. On va en venir. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, bientôt ce sont les élections générales qui s'annoncent, 2026, c'est l'année où nous allons expérimenter pour la première fois les élections générales, notamment les législatives, les communales et les présidentielles. Dites-nous aujourd'hui, quels sont les grands axes de votre programme pour les échéances à venir? Les grands axes, c'est que nous préparons d'abord, nous sommes à la phase de préparation de ces élections. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que l'Union progressive de renouveau a fini d'installer plus de 6000 cellules, 6000 sous-sections à la base pour les cellules. Comme vous connaissez le nombre de villages dans notre pays. Donc dans chaque pays, dans chaque village de notre pays, nous avons une cellule de base du parti. Et donc, nous avons donc nos structures qui nous permettront donc, une fois les campagnes lancées, qui nous permettront donc de gérer et de conduire ces campagnes-là à bon escient. Aussi, au niveau donc, parce que, comme vous le savez, avec les réformes aujourd'hui, il faut aller défendre des projets de société. Tout à fait. Donc, le parti dispose déjà de son projet de société et le parti a déjà entrepris de former les militants sur la vision du parti, les objectifs du parti, les résultats attendus du parti, que ce soit des résultats politiques, c'est-à-dire sur le plan électoral, que ce soit les résultats sur le plan donc, de la transformation de notre société en termes de gestion de la chose publique. Donc, eh bien, nous avons déjà commencé à faire des formations à la base de nos militants sur ces projets-là. Oui. Donc, nos militants à la base auront les éléments de langage nécessaires pour convaincre la population, pour convaincre les électeurs. Monsieur le ministre, vous venez de le dire que le parti a déjà un projet de société. Est-ce dit que vous aurez un candidat pour les élections de 2026? Est-ce dit que le parti va présenter un candidat? Je ne saurais vous répondre pour l'instant, puisque le débat n'a pas encore été lancé au niveau du parti. Donc, par conséquent, je ne pourrais pas vous répondre. Bien, mais le débat n'a pas été lancé. On va attendre que ce débat soit lancé pour que nous puissions avoir ces informations aussi capitales. Tout à fait, pour savoir si notamment le parti aura un candidat pour les élections. Et forcément d'ailleurs, puisque c'est un parti. D'envergure nationale. Exactement. Merci. Alors tout à l'heure, on évoquait un peu cette friction-là qui pourrait y avoir entre l'opposition et la mouvance. Mais monsieur le ministre a dit, il faut qu'on lui donne au moins, comment dirais-je, du gré à moudre. Voilà. Alors, le gré à moudre, c'est ceci. Alors, le code électoral, venons-en. Récemment, révisé et au cœur de nombreux débats, c'est entre innovation pour certains et source de polémique pour d'autres. C'était suscite des réactions diverses au sein de la classe politique et de l'opinion publique d'ailleurs. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, quelles sont les principales innovations de ce code électoral-là? Alors, ce code électoral, pour moi, c'est la meilleure chose que l'on puisse avoir aujourd'hui pour conduire notre pays, pour conduire la politique publique de notre pays dans des conditions vraiment, dans des conditions normales. C'est pas la vie de tout le monde. Je vous dis pourquoi. Vous parlez de meilleur. Meilleur code, vous dites. Oui, c'est pas la vie de tout le monde. Vous savez pourquoi? D'accord. Nous voulons comprendre. J'ai une grande expérience politique dans notre pays. Tout à fait. Depuis 1990, vous allez constater que chaque fois qu'il y a des élections dans notre pays, nous avons toujours une loi électorale. En effet. Laquelle change à toutes les élections. En effet. Cette fois, nous avons un code électoral. C'est déjà une innovation. Et quand on parle de code électoral, ça veut dire que c'est plus stable, c'est plus englobant et ça permet de gérer toutes les situations possibles en matière électorale. Donc, c'est pour vous dire que toutes les solutions à toutes les questions objets de polémique aujourd'hui se trouvent au sein de ce code-là. De 1990 à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez observé? Nous avons observé que
nous avons au départ pratiqué ce que nous appelons le multipartisme intégral. Mais dites-moi, quel président de 1990 à aujourd'hui a pu gouverner sur le plan politique avec un système de multipartisme intégral? Il n'y en a pas. Puisque, si vous vous rappelez, peut-être que vous êtes jeune en ce moment, si vous vous rappelez, à la veille de 1991 à 1996, c'est le président Soglo qui a dirigé le pays. Tout à fait. Mais il n'a pas pu diriger le pays déjà dans cette première période du renouveau démocratique. Il n'a pas pu diriger. Rappelez-vous de la fameuse ou du fameux appel à la rivière. C'est un appel à un regroupement de soutien à son projet de société. Oui. Après le président Soglo, c'est le président Kérékou. Vous vous rappelez, ça au moins, vous en savez quelque chose, l'UBF. Oui, l'UBF. Pourquoi l'UBF? Parce que c'est difficile de diriger un pays dans un contexte où nous avons 200-300 partis politiques. Exactement. Ils ont tenté donc de regrouper. Le président Yahibouni est venu. Ça, vous avez tous vécu cela. Il a dû mettre en place une alliance qu'on appelle Alliance MCB. Les forces Corée-Point Béni-Merson. Les forces Corée-Point Béni-Merson. À laquelle j'ai appartenu et j'ai travaillé. Et je ne regrette pas d'avoir appartenu à cette alliance. Donc, c'est pour vous dire que chacun de ces présidents, plutôt que de trouver une solution durable à la situation qui les amène à faire des regroupements de circonstances, ont tout simplement mis de côté, comme on dit, mis la poussière sous le tapis. Et aujourd'hui, le président Talon est arrivé, il décide de casser le Rubicon. Il décide de changer de paradigme. Il décide de mettre en place un système plus durable. Donc c'est une innovation. Et c'est parce que la classe politique actuelle est une classe politique parachutée qui n'a pas suivi une itinéraire politique, qui n'a pas suivi une formation politique, que nous avons des débats très très ridicules complètement. Et vous avez bien fait de dire qu'est-ce qui nous oppose. Rien ne nous oppose. En dehors de l'hypocrisie politique, rien n'oppose à la classe politique. Mais monsieur le ministre, vous pensez qu'il y a de l'hypocrisie, monsieur le ministre? Bien sûr. Vous savez pourquoi? Oui. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, tout ce qui est mauvais ou toutes les contradictions qu'il y a, on dit c'est le président Talon. Le code électoral, c'est le président Talon. Le statut des partis politiques, c'est le président Talon. Mais le président Talon n'en est pour rien. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ces innovations apportées dans le code électoral quand même tend à exclure, je vais dire, certains potentiels candidats, parce qu'aujourd'hui le code électoral suppose qu'il faut avoir 20% par exemple aux élections législatives avant de prétendre avoir un siège au Parlement. Voilà, alors que par le passé, c'était un quota de 10%, monsieur le ministre, mais aujourd'hui, on a l'impression que le code a été corsé et en corsant le code, vous voulez écarter certains de la course à la présidentielle, par exemple, aux élections législatives et même municipales. C'est pourquoi je dis que les gens sont hypocrites. Parce que je ne peux pas dire qu'ils sont ignorants. Ils connaissent, ils savent bien. Vous savez pourquoi? Oui, monsieur le ministre. C'est la classe politique qui a décidé ensemble d'exclure. Ce n'est pas une partie de la classe politique. Si vous vous rappelez, les 15 et 16 février 2018, il y a eu un séminaire parlementaire qui a eu lieu à l'hôtel Azalaï. Oui. Vous vous rappelez? Exactement. Oui, j'y étais même d'ailleurs. Voilà. Vous y étiez? Oui. Au cours de ce séminaire, d'ailleurs, qui n'est pas un séminaire parlementaire, pour moi, c'est une conférence nationale bis. Parce qu'à ce séminaire, nous avions la classe politique, la société civile et les partenaires techniques. Tout le monde avait été convié à ce séminaire pour réfléchir sur le système partisan du Bénin. Le système qui a généré plus de 300 partis politiques. Comment faire pour résoudre ce problème? Mais je pense que le problème n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce que l'opposition reproche à la mouvance entre griffes, c'est d'avoir corsé le code électoral. Comme je viens de le dire. Le problème est bel et bien là.
parce que c'est là où nous avons décidé ensemble de corser pour pouvoir réduire. Si vous ne corsez pas, comment vous voulez réduire? Donc pour vous aujourd'hui, en corsant le code, c'est que pour vous, vous appréciez... Après ce séminaire, l'objectif qu'on s'est fixé tous ensemble, c'est de réduire le nombre de partis politiques dans notre pays à un maximum de 3 ou 4 partis. Mais je pense que là, il n'y a pas de souci, puisqu'ils sont tous d'accord sur ça. Mais le problème se pose à un autre niveau. Maintenant, pour en arriver là, pour en arriver à cet objectif-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez-vous que, si on décide par exemple d'ouvrir, de dire qu'il y a des candidatures indépendantes, qu'on peut, n'importe quel parti politique dans sa circonscription électorale, lorsqu'il a la majorité des électeurs, il est élu, vous pensez qu'avec ça, on peut aboutir à des regroupements d'envergure nationale qui permettent de mettre tout le peuple béninois, toutes les composantes du peuple béninois dans des closets ensemble? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Rappelez-vous, pour créer un parti, avant l'arrivée du président Talon, donc avant le séminaire parlementaire dont je parle, que je qualifie de conférence nationale bis, parce que tout le monde y était, pour créer un parti politique, il fallait tout simplement 10 militants par département. 120 personnes se retrouvent et créent un parti politique. Les gens restaient dans leur chambre et ils créaient le parti politique. Mais aujourd'hui, au cours de ce séminaire, on a dit non, pour créer un parti politique, il faut 100 militants par commune. Et c'est après que les gens ont trouvé que c'est un peu trop, il faut réduire, on a réduit jusqu'à arriver à 15 par commune. Si on dit 15 militants, ce n'est pas 15 personnes par commune. Si vous êtes capable de trouver 15 militants par commune, dans votre circonscription électorale, si vous avez 4 communes et que ces gens-là sont de vrais leaders d'opinion, vous pouvez réunir facilement les 20%. C'est parce que le Béninois a toujours voulu tricher. Nous mettons les principes, mais nous voulons faire le contraire de ce que le principe nous oblige à faire. Donc, nous avons... Monsieur le ministre, alors pourquoi aujourd'hui, dites-nous, pourquoi aujourd'hui l'opposition se plaint et dit que ce code-là est un code exclusif? Au-delà de l'opposition, même la société civile. L'opinion publique également. Parce que vous savez, on n'a pas eu le temps d'expliquer. Les gens n'ont pas expliqué. Mais la société civile, elle était là. C'est même la société civile qui nous a dit que dans notre pays, c'est trop. 200 partis politiques dans un petit pays, c'est trop. Ça vient de la société civile. C'est parce que il y a eu qu'on n'a pas vulgarisé les résultats de ce séminaire que les gens se plaignent. L'objectif, il fallait que depuis ce jour, que tout le monde sache et que de façon permanente, qu'on maintienne dans la mémoire collective des gens que nous devons faire des réformes pour réduire le nombre de partis politiques dans notre pays, dans ce petit pays, à un maximum de 3 ou 4. Aujourd'hui, nous sommes à une douzaine. Nous n'avons pas encore... je crois qu'on ne va pas trop tenir dessus, mais je vais demander au ministre... D'ailleurs, l'élément qui a mis le feu au poudre, j'allais dire, c'est à cette plénière à l'Assemblée où le code a été voté et les éléments, je dirais, les militants de l'opposition ont trouvé que ce code-là ne les arrangeait pas. Et on a le code d'un code chrysogène. Exactement. Et voilà, vous savez pourquoi je parle d'hypocrisie? Quand on a décidé ensemble d'exclure les partis claniques, les partis de quartier, les gens qui ont leur parti dans leur sac ou bien dans leur valisette, quand on a décidé de les exclure, qui a crié? Moi, je pense que c'est un refus de se conformer à la réforme qui nous amène à cela. Et c'est normal. Lorsqu'on met en place une réforme, il doit y avoir des résistants. C'est normal. Moi, je pense que c'est de la résistance. D'ici à là, vous allez voir que la classe politique va totalement se recomposer avec une clarification nette et nous allons constater, nous allons ouvrir une autre ère de pratique politique saine qui va permettre à notre pays. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, vous avez parlé des élections générales, chaque 5 ans. Par le passé, pratiquement tous les ans, nous sommes en campagne électorale. Ça ne permet pas au pays d'avancer. Et cela a fait que tout le monde pense qu'il faut aller en politique pour se réaliser. Mais si on a une période de 5 ans maintenant pour organiser des élections, eh bien, les citoyens vont se mettre au travail. Parce que c'est d'abord le travail
qui est le principal moteur du développement. Ce n'est pas la politique, c'est le travail. D'accord. Donc, monsieur le ministre, à vous entendre, c'est que la réforme du système partisan est la bienvenue dans notre pays. Une réussite totale. Et une réussite, vous voulez dire? Nous ne pouvons pas dire une réussite totale, parce que toute chose est à parfaire. Il n'y a rien de parfait en dehors de ce que Dieu, le Tout-Puissant, a réalisé. Toute œuvre humaine est perfectible. Donc, on peut parfaire tout ce qui est là. Mais moi, je pense qu'en l'état actuel, il faut d'abord pratiquer ce que la réforme nous recommande, et après, on pourra évaluer. Parce que c'est ensemble que nous avons décidé. Ça les arrange aujourd'hui, ceux qui créent là. Pourquoi ils ne dénoncent pas la loi sur le financement public des partis politiques? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, l'opposition également bénéficie de Vous ce pensez financement. qu'on peut décider de financer 200 partis politiques dans notre pays avec les fonds publics pour les résultats que nous avions connus? Soyons sérieux dans ce pays, pour une fois quand même. Et c'est en cela, je dis, le président Talon, même s'il n'est pas l'initiateur de ces réformes, a été celui qui a eu le courage de faire avancer, de donner tous les moyens pour que ces réformes-là aboutissent. On devrait l'applaudir pour ça. Et ça, demain, les politiciens vont l'applaudir. Quand il a dit qu'à la fin de son mandat, il espère qu'il soit porté en triomphe, même si le peuple béninois ne le fait pas à la fin de son mandat, il le fera quelques années après. Ils diront que les mêmes politiciens diront que ce monsieur nous a aidés dans ce pays. En tout cas, en attendant que le peuple béninois ne porte en triomphe le chef de l'État, Patrice Talon, nous poursuivons notre émission ici. Et monsieur le ministre, dites-nous, alors, comment ce code aujourd'hui traite de l'éligibilité des candidats, notamment au niveau des exigences et des conditions? L'inéligibilité. Voilà, l'éligibilité des candidats et voilà, notamment au niveau des exigences et des conditions en termes de partage et tout et tout. Non, si je comprends bien votre question, c'est quoi? L'inéligibilité, c'est dire que vous devez remplir un certain nombre de conditions pour être éligible. Voilà. Ouais, évidemment, c'est les mêmes conditions d'éligibilité que nous avions depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être à jour vis-à-vis du fisc, par exemple. Et ça aussi, c'est normal. On ne peut pas faire la politique avec des indélicats fiscaux. Non, ce n'est pas possible. Mais parfois, nous avons tendance à constater que, voilà, parlons du fisc, c'est souvent au niveau des membres du parti de l'opposition que voilà, c'est souvent un peu compliqué pour eux d'avoir ce papier. Effectivement. Vous le témoigner. Exactement. Aux dernières élections, où il a fallu même à quelques heures de la clôture avant que certains ne puissent obtenir ce quitus fiscal. Voilà, ce quitus. Voilà. Parfois, est-ce que ce n'est pas de la politique qui se met? Je n'en sais rien, ça c'est la pratique. Mais l'esprit de la réforme, pour moi, il faut nécessairement que, si tu veux exercer des fonctions publiques, que tu sois exemplaire vis-à-vis du fisc. Un citoyen accompli. On ne peut pas mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui est caractérisé par un incivisme fiscal, non. Pas du tout. Donc, si vous voulez diriger le pays, soyez à jour vis-à-vis du fisc. Soyez à jour vis-à-vis d'un certain nombre de conditions, même de moralité. Même de moralité. Vous voyez? Je pense que à ce niveau-là, moi, je ne peux pas opiner par rapport à la pratique. D'accord. On peut parfaire ce qui est fait, parce que moi-même, j'ai été victime de cela. Mais à la fin, quand j'ai réuni tout ce qu'il fallait réunir, j'ai pu avoir mon quitus fiscal. Bien, nous n'allons pas trop rester sur la question. Voilà. On va passer aux choses suivantes. Alors, monsieur le ministre, récemment, l'actualité a été un peu réchauffée par une guéguerre entre l'ancien député, l'honorable Rachid Boudamassi, et puis l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Alors, monsieur le ministre, je dirais, quel est votre regard, d'accord, par rapport à cette guéguerre-là qui a été suscitée par les propos de l'ancien président de la Cour suprême, suite au coup d'État, bien sûr. Voilà. Vous savez, nous avons un problème dans notre pays. Nous avons un problème de déchéance morale. Nous avons perdu un certain nombre de valeurs. Et ce n'est pas seulement la nouvelle génération, même celle de la génération de nos papas, de nous-mêmes, de la génération de nos enfants, nous avons perdu un certain nombre de valeurs. Les valeurs de respect, les valeurs de courtoisie, les valeurs de l'acceptation de la différence. Nous avons perdu ces valeurs. Nous sommes dans une ère d'intolérance
où n'importe qui peut se lever, dire ce qu'il veut, avec la manière qu'il veut. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, moi, quand j'étais avec, heureusement, avec le grand frère, notre cher papa Ousmane Batoko, nous avons fait le phare à la terre ensemble, nous n'osions même pas lever le doigt là où ils sont en train de parler. On n'osait même pas réclamer une nomination. On les suivait. C'est à eux de savoir qu'il y a des jeunes qui sont derrière eux qu'il fallait promouvoir. Aujourd'hui, vous constatez vous-même que c'est les jeunes qui se lèvent et qui parlent n'importe comment. Alors, pour en revenir, je voudrais dire tout simplement que c'est regrettable. Des deux côtés. Je ne voulais pas faire porter un jugement de valeur sur cette intégration entre les deux, mais je voudrais dire tout simplement que le président Batoko, pour moi, est une référence. Je le respecte beaucoup. Le président Batoko a fait beaucoup pour notre pays. Déjà, à la veille de la conférence nationale des forces vives de la nation, nous l'avons vu au manœuvre. Nous l'avons vu après cela. Et pour avoir eu cette expérience, et pour avoir eu cette notoriété, il devait se réserver, lui, d'abord, de parler dans n'importe quel cadre. Il devrait se réserver de parler dans n'importe quel cadre, sachant bien que, comme je l'ai dit, nous sommes à une ère de perte de valeur. Donc, pour moi, le président serait... Parce que peut-être qu'il reçoit des plaintes venant de ses militants, venant de son environnement. Bon, et puis, lui-même, plutôt que d'aller vers le président de la République pour lui dire, bon, monsieur le président, de par l'environnement dans lequel je vis, il y a un certain nombre de plaintes, voilà, entre eux. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas parce que la population vient se plaindre tous les jours que vous allez vous lever et puis peut-être parler dans n'importe quel cadre. C'est le cadre pour moi. Ce qu'il a dit, peut-être s'il le disait dans un autre cadre, peut-être solliciter une audience auprès du chef de l'État. Et puis, voilà, d'ailleurs, il a dit qu'il a sollicité plusieurs fois, mais qu'il n'a pas eu de réponse. Non, lui-même, il sait comment ça se passe, les audiences. Peut-être que le chef de l'État lui-même n'a même pas été informé de cette demande d'audience. Exactement, c'est vrai. Il y a des filtres. Mais je sais que si le président de la République, le président Talon, sait que le président, un ancien président d'une institution, demandant à le rencontrer, c'est la moindre des choses. Ça là, il ne peut pas refuser cela. C'est sûr qu'à travers notre canal, à travers cette émission, le président Batoko aura l'occasion de le rencontrer. Et je pense qu'il faut peut-être qu'il réussisse à obtenir cette audience, qu'il aille s'expliquer, même s'excuser auprès du chef de l'État et profiter pour réitérer ce qu'il avait voulu dire. Alors, l'autre côté, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Vraiment, c'est sans commentaire. C'est-à-dire la réaction dont vous parlez, moi, c'est sans commentaire sur ce point-là. D'accord. Monsieur le ministre, c'est sans commentaire. Et je veux m'attarder sur un propos du président Ousmane Batoko qui dit, je cite, c'est foutu, le cheminement est pollué et compromis, le Béninois ne respire plus, il faut le laisser respirer et il faut revoir le code électoral. Alors, cette déclaration pour vous, est-ce que c'est un appel à une réorientation politique ou un simple avertissement, selon vous? Non, c'est grave ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne doit pas parler dans n'importe quel cas. Cette déclaration est suffisamment grave venant de lui. Vous savez pourquoi? Il a vécu l'avant-conférence nationale des forces vives de la nation. Si aujourd'hui on ne respire pas, entre 1980 et 1989, on serait tous asphyxiés, on serait morts. Et le Bénin n'est pas mort. Encore qu'aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression, nous l'avons. Tout le monde se lève, il parle. Mais au cours de cette période-là, personne ne pouvait parler. Donc, c'est extrêmement grave. Et moi, je pense même que, venant de lui, ça pouvait même provoquer un soulèvement populaire. Et c'est ça. C'est une question très sensible. Encore que, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, vous ne respirez pas. Quel Béninois ne respire pas? Bon, parlons de respirer, c'est une forme, moi je dirais que c'est connoté. J'ai même entendu qu'il a dit que les institutions sont là, mais dans quel état d'esprit? Voilà. Avec quoi on peut mesurer l'état d'esprit de ceux qui travaillent? Si quelqu'un a un état d'esprit qui ne lui permet pas de travailler dans une institution, il n'a qu'à démissionner. Et là on saurait, ça pourrait être un baromètre
le nombre de démissions des membres des institutions. Aucun membre des institutions n'a démissionné. Comment peut-on dire qu'il y a un problème d'état d'esprit dans ces institutions-là? Ensuite, moi je dis que je ne voulais vraiment pas intervenir parce que c'est mon papa, je le respecte beaucoup. Sincèrement, je ne voulais pas vraiment intervenir ça, mais comme vous m'avez posé la question, je suis obligé de vous dire que oui, la démocratie béninoise aujourd'hui est en train de se débarrasser. Ce qui l'empêchait de respirer, les bronchites que notre démocratie avait là, c'est ça que le président, le code est en train d'enlever. Parce qu'on était étouffé par l'ancien système qui consistait à avoir de multitudes de partis et le peuple ne savait même plus quel choix opérer. Mais aujourd'hui, on veut nous amener à clairer l'espace politique et on pense qu'on ne respire pas. Moi, c'est vraiment... Enfin, j'ai une observation contraire et c'est pourquoi j'ai voulu vous faire l'historique des réformes. Exactement. Pour vous dire que l'objectif, c'est de faire respirer. Bien, on va poursuivre, oui. Parce que j'allais demander à M. le ministre, mais si le président Ousmane Batokor, comme le ministre l'a su bien le dit, cette éminente personnalité a tenu de tels propos, c'est peut-être parce qu'il a fait un constat. Voilà. Mais tout à l'heure, le ministre a expliqué, a donné un peu les raisons et je dirais, a désapprouvé ces propos-là. Nous allons continuer, comment dirais-je, l'émission avec cette fois-ci, cette situation de OB26. Alors, je dirais, cette appellation qui, à travers son président, a récemment tenu une conférence de presse, comme l'ancien président de la Cour suprême, il a fustigé le gouvernement de 2016 et le non-respect des droits et le recul de la démocratie. L'épineuse question du coup d'État n'a pas été également occultée. Alors pour eux, il n'y a jamais eu de coup d'État. Comment voyez-vous l'impact de cette intervention sur l'opinion publique et sur l'échiquier politique? Bon, d'abord, moi, je voudrais regretter la situation parce que je ne connaissais pas les deux personnes avant 2019. Vous voulez parler de... Le président Talon, quand à l'investiture, il est venu prendre le service, j'étais ministre, j'ai eu la chance de le connaître et de lui serrer la main. Mais après ça, je l'ai plus revu qu'en 2019. Pardon, 2019, oui. À la rencontre avec les partis politiques. Voilà. Avant les élections législatives. Merci beaucoup. Tout à fait. Et c'est à l'occasion que j'ai connu Olivier Bocon. Et je peux vous dire que j'ai admiré leur amitié. C'était sincère, loyal et profonde, leur amitié. Et qu'ils en viennent là où nous en sommes aujourd'hui, moi, je suis vraiment peiné, sincèrement. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas à moi de le dire. La justice nous le dira. La justice va établir la réalité des faits. Est-ce que c'est des faits avérés ou non avérés? C'est la justice. Maintenant, quant aux déclarations de Mitopé, du jeune de Mitopé, oui. C'est la fougue de la jeunesse qui explique ça. Parce que s'il connaissait bien les deux personnes, il n'aurait pas agi comme ça. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Je l'ai écouté, j'ai eu plusieurs séquences. J'ai dit, voilà encore les erreurs de jeunesse. Parce que ces deux personnes, quoi qu'il arrive, ont un passé. En effet. Et rien ne prouve qu'ils n'auront pas un futur ensemble. Tout à fait, exactement. Donc, pour moi, je voudrais vraiment que ces jeunes cessent de s'agiter. Et de davantage créer des problèmes à OB. Parce que, moi je pense que c'est parce que, si c'est vrai, cette situation est arrivée parce que OB a écouté un certain nombre de personnes, soit inexpérimentées, soit des gens qui ont d'autres problèmes de haine vis-à-vis du président Talon, et même vis-à-vis de lui. Donc, monsieur le ministre, vous voulez, à travers vos propos, dire que voilà, c'est qu'il y a eu des erreurs politiques qui ont été commises par OB, et là, ces erreurs-là peuvent créer des doutes sur son innocence. Bon, je ne peux pas disons que ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, sur la base de ce que j'ai observé, j'observe qu'il a fait confiance aux Béninois. OB. Moi, avec l'expérience que j'ai maintenant, là, je ne peux pas faire confiance à un Béninois. Sur le plan politique. Voilà.
D'accord? Ensuite, il a écouté... Ça veut dire beaucoup de choses, hein? Oui. Il a écouté des gens qui ne devraient pas écouter. C'est ça. Et ensuite, il s'est approché des gens qui ne devraient pas approcher. Parce que c'est des gens qui lui veulent, lui, du mal. Ce n'est pas des gens qui lui veulent du bien. Et parce qu'il les a écoutés, il les a approchés, il y a eu ce qu'il y a eu. Je vous parle à demi-mot. Vous comprenez? D'accord. À demi-mot, on se comprend. Voilà, à demi-mot, on se comprend. D'accord, on comprend que le ministre ne veut pas entrer trop dans les détails concernant cette question, Oui. parce que c'est assez sensible. Je regrette, et moi j'aurais souhaité, j'ai écouté une autre déclaration des OB qui demande la clémence du chef de l'État. Je serais vraiment à leur place, je les encourage à aller dans ce sens-là, plutôt que de venir dire des choses qu'ils ne savent pas. En effet. Donc moi je suis pas, j'ai quand même un certain âge, je ne peux pas venir venir ici et dire des choses que je ne sais pas, pour plaire à quelqu'un, non. D'accord. Monsieur le ministre, toujours parlant de cette affaire de coup d'État, quelle est aujourd'hui la position du parti et que vous représentez sur ce plateau sur cette affaire de tentative présumée de coup d'État? Voilà, c'est là où j'ai vraiment apprécié la position du parti. C'est une position responsable. Le parti a fait, disons, un communiqué. Voilà. Il a condamné le coup d'État. Et depuis ce temps, vous n'avez plus vu le parti Union Progressive de Renouveau aller faire des tapages quelque part. C'est d'ailleurs, parce que c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui au parti. On se dit que bon, comment dirais-je, le communiqué du parti a été très ambigu. Et qu'elle aurait, été plus ou moins, je ne vais pas sortir le mot, mais bon. Et après ça, on n'a plus de, en tout cas, de réaction politique d'en face. Vous savez, les gens se trompent encore d'époque. C'est ça. Je crois que moi, j'ai été un acteur très actif, principal du régime du président Yaïboni. Oui, tout à fait. Nous avions nos habitudes. Mais avec celui qui est là, c'est pas la même chose. Les gens, ils sont avec des gens, ils ne cherchent même pas à les comprendre. Ils ne savent, par exemple, aller dans toutes les communes, dire voilà. Ils pensent que c'est ça qui va augmenter leur truc auprès du chef de l'État. Non, certains sont même jusqu'à dire que c'est parce que il y a dans je dirais, les présumés, parmi les présumés, d'accord, auteurs du coup d'État, qu'il y ait un membre, d'accord, de ce parti-là, je vais nommer le ministre Oswald Domeki parce qu'il fait partie de l'UP. Et c'est pourquoi le parti UP serait resté un peu ambigu sur mes réserves. Exactement, sur la question. La déclaration du parti n'est pas ambiguë. C'est une déclaration de respect au principe, à la présomption d'innocence. Vous savez que qui est à la tête de ce parti? C'est le professeur Joseph Diogeno. Joseph Diogeno. C'est un homme de droit. Vous le savez bien. Bien sûr. Donc, il ne posera pas d'acte qui va compromettre la crédibilité de son parti politique. C'est ça. Vous comprenez ça? Donc, il travaille à améliorer la crédibilité du parti. Donc, la déclaration là, c'est une déclaration d'homme averti. Et donc, par conséquent, ceux qui pensent que c'est en faisant ce tapage qu'ils vont se dédouaner, le chef de l'État là, le président Talon là, il n'est pas comme les autres. Il nous connaît tous individuellement. Même si je viens sur ce plateau ou que j'aille dans d'autres communes pour dire, voilà, condamner au B, il sait ce qui est dans mon cœur. C'est comme ça, il sait ce qui est dans le cœur de tous ceux qui le font. Donc, c'est-à-dire qu'il maîtrise la classe politique. Et d'ailleurs, j'allais dire, ce n'est pas... le parti a été... Ce n'est même pas cette déclaration, mais il y a aussi les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale également, qui a suscité également des polémiques. Oh oui, j'ai entendu un membre du BR qui parlait, il dit voilà. Vous pensez que c'est en faisant ça que vous allez augmenter votre crédibilité, votre confiance auprès du chef de l'État? Le président Talon connaît mieux le président Vlavonou que celui qui a été le premier à condamner le discours du président Ouattara. Il les connaît. Nous, on n'a pas d'inquiétude. Quand on ne se reproche rien là, on est tranquille. Bien, monsieur le ministre, alors dites-nous, selon vous,
quel peut être l'impact de cette situation de coup d'État sur le climat politique aujourd'hui au Bénin? Oui, c'est ce que vous constatez. C'est un peu... Bon, heureusement que les gens commencent pas à comprendre et demandent la clémence du chef de l'État, demandent un traitement spécial de ce dossier. Mais ceux qui voulaient le chaos incitent à aller vers des déclarations un peu incendiaires. Ceux qui veulent le chaos, ceux qui souhaitent le chaos vont dans ce sens-là. Mais ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent que les problèmes soient réglés dans le calme, dans les principes du droit, eux, ils demandent un traitement spécial de ce dossier. Donc, l'impact aujourd'hui recherché par des gens mal intentionnés, c'était donc de créer le trouble, de créer le chaos dans le pays, de remettre en cause un certain nombre de choses. Mais malheureusement, ils n'auront pas. Et puis aujourd'hui, ça commence par montrer qu'ils ne peuvent pas atteindre ce résultat. Donc l'impact plutôt que moi je vois là, c'est qu'aujourd'hui, avec cette situation, eh bien, les gens vont commencer donc par se réajuster par rapport à leur position politique. Voilà, les gens vont commencer par se réajuster par rapport à leur opinion politique. Tout à fait. Vous avez dit, dites-nous, monsieur le ministre, pensez-vous aujourd'hui que cela pourrait influencer la tenue des élections en 2026? Non, en aucun cas. En aucun cas. Ça n'a aucun impact négatif sur l'organisation des élections. Ça n'a rien à voir. Mais monsieur, bon, vous ne pouvez pas dire que ça n'a rien à voir parce que vous savez bien que OB26, d'accord, a eu à tenir des meetings et autres, des sorties politiques dans le pays, et ça, c'est dans la dynamique de participer, le choix, vous savez, aux élections. Si j'avais eu l'occasion de le rencontrer avant ça, je lui aurais déconseillé cela. C'est ça. Je lui aurais déconseillé de constituer des réseaux parallèles au parti. Parce qu'il est lui-même acteur des réformes. Oui, vous voulez parler de qui? De Olivier Boko. Olivier ou bien de Osman Ombeki, monsieur le ministre? OB. D'accord. Je ne connais pas mon jeune frère Osman, là je le connais pas. Donc vous voulez dire que OB est membre du parti politique? Je n'ai pas dit, j'ai dit les partis. D'accord. Oui. Okay. Je n'ai pas dit du bloc. J'ai dit d'accord. Il n'aurait pas dû. Okay. Si j'avais eu l'occasion de le rencontrer, j'allais lui dire évite de créer des réseaux parallèles. Parce que même si c'était permis, ça va à l'encontre de l'esprit de la réforme. En effet, du système partisan. Du système partisan. Ensuite, c'est mal connaître les leaders politiques. Parce qu'il a recruté un certain nombre de jeunes qui ont fait le tour du Bénin. En effet. Ils n'auront aucun impact politique dans nos communes si les vrais leaders politiques ne sont pas impliqués. Vous comprenez? Je lui aurais déconseillé cela. Donc, pour moi, aujourd'hui, ces jeunes-là doivent comprendre que la réforme du système partisan, c'est une réforme sérieuse et qu'il faut rentrer dans ce cadre-là. Pour pouvoir, j'encourage les jeunes à aller dans la politique, mais il faut rester dans un cadre légal. Mais monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas peut-être à cause de cette situation-là que ce conflit, d'accord, a pu naître? Les gens se sont dit, les citoyens l'ont dit, que c'est parce que Olivier Boko a remarqué que bon, le système partisan pourrait l'emplir, surtout avec le nouveau code qui a été réformé, qui totalement empêchait les candidatures indépendantes. Alors, il fallait faire quelque chose pour pouvoir récupérer le pouvoir. Donc, les gens se sont dit, mais que bon, c'est pourquoi d'autres pensent que ce coup d'État est avéré, pendant que d'autres pensent le contraire. Il a été mal conseillé. C'est ça. Une fois encore, vous répétez ça. Il a été mal conseillé. Parce que vous savez pourquoi? Si, par exemple, le camarade Olivier Boko entrait dans le cadre d'un parti politique et décide d'apporter son soutien à la formation politique, eh bien, il aurait plus de résultats que ce qu'il a fait. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amitié au sein de la classe politique. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas reconnu être l'auteur de ces mouvements-là, puisque c'est une suscitation, parce que les éléments l'ont dit. Il n'a pas reconnu, mais il devrait interdire. D'accord. Et dit aux jeunes, rentrez au sein des partis politiques. Aujourd'hui, ce qui n'est pas fait. L'affaire est devant la justice. Nous verrons, est-ce que la justice va, la décision que la justice va rendre. Oui, exactement, puisqu'ils sont présumés innocents pour le moment. On tend vers la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, on va surfer sur la commune de Bembereke, monsieur le ministre. Vous avez, je vais dire,
été l'acteur ardent, je vais dire, et l'avènement de ce conseil municipal aujourd'hui qui est là depuis 2020. Mais depuis quelques années, le conseil n'a pas un engagé au maire. Alors, dites-nous aujourd'hui. Comment vous le saviez? Oui, bon, après la nomination de l'ancien premier adjoint au maire, jusqu'à aujourd'hui, le poste est resté vacant. Et c'est dit que la commune n'a pas aujourd'hui un premier adjoint au maire. Et dites-nous, voilà, qu'est-ce qui explique ce poste qui est resté vacant quand on sait que vous avez milité, vous avez œuvré ensemble avec l'actuel locataire de l'hôtel de ville pour quand même que la mairie soit occupée par la FCBE, cette formation à laquelle vous avez appartenu avant de revenir au niveau... De virer au niveau de progressiste. Vous savez, c'est pourquoi moi particulièrement, j'encourage et je soutiens la réforme du système partisan. Parce que au sein de la classe politique, il y a beaucoup de caïmans, de filous, il y a toutes sortes d'espèces d'hommes qui fait la politique. Ce qui s'est passé à la mairie de Berkel, c'est dommage. Parce que j'ai été à la tête de ce groupe qui est arrivé majoritaire à la suite des élections communales de 2000. C'est moi qui ai conduit. C'est moi qui conduis depuis 2001. 2002-2003, j'ai conduit l'équipe. 2008, j'ai conduit l'équipe. Ainsi de suite. Jusqu'à 2015 et à 2020. Donc, mais malheureusement, bon, nous avons dans notre parcours connu des détails, des entrées, mais certaines entrées nous ont été plus nocives que d'autres. C'est un politique, hein? Oui, donc c'est pour ça, quand le premier adjoint a démissionné, les gens ont dit, bon, comme vous n'êtes plus FCBE, vous n'avez plus votre mot à dire. Non, je suis élu FCBE, allez lire la loi. Donc, si on doit désigner un premier adjoint, c'est que tous ceux qui ont été élus sur la liste FCBE doivent s'asseoir pour désigner. Les gens ne veulent pas s'asseoir avec moi pour qu'on désigne. Parce qu'ils se disent que, bon, vous êtes c'est la simple raison. Donc, j'ai demandé, asseyons-nous pour qu'on désigne quelqu'un d'autre. On dit non, vous n'êtes plus FCBE, vous êtes UP, bon, écoutez, on peut... Bon, quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Puisqu'aujourd'hui, les FCBE se connaissent comme un parti de l'opposition. Et aujourd'hui, vous êtes de la mouvance. C'est pas ça que la loi dit. La loi dit ceux qui doivent désigner, c'est ceux qui sont élus sur la liste du parti. J'allais revenir à une question, peut-être qu'on a, je dirais, un peu oublié. On a oublié de demander à M. le ministre. Oui. Alors, aujourd'hui, un membre éminent également du parti, UPR, a été sanctionné par le parti. Alors, je vais parler de Christelle Ondongo. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que le parti puisse la démettre de cette fonction qu'elle occupe au sein du parti? C'est normal dans le fonctionnement normal d'un parti sérieux. Lorsque un militant ou un agent commet une faute, il y a une grille de sanctions qui est prévue. Tout simplement, ce n'est pas une question personnelle, c'est un problème de personne. Est-ce que ce n'est pas lié à des sentiments politiques ou peut-être qu'elle aura apporté son soutien quelconque, à un homme politique? Moi, je ne crois pas que ça soit cela. Parce que c'est la raison qui a été évoquée dans le communiqué, oui. C'est une raison elle a signé sans l'autorisation du président. Bon, c'est une faute lourde quand même. C'est une faute lourde, voilà. Est-ce que peut-être cette décision va avoir un coup sur elle parce que le ministre ne veut pas tout nous dire, voilà. Sinon que je ne pense pas, quand un parti est régi, quand il y a la tête, on ne peut pas aller prendre des décisions pour un parti sans informer la tête, ou bien il y a d'autres choses plus ou moins cachées que le ministre n'aimerait pas faire sortir sur le plateau. Je ne connais pas des choses qui sont cachées. D'accord. Monsieur le ministre, une question rapidement pour finir. Quels sont les grands défis que l'Union progressiste de Renouveau souhaite relever à moyen et à long terme? À moyen terme, c'est les élections générales de 2026. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, l'Union progressiste de Renouveau entend maintenir le cap. C'est-à-dire sortir de ces élections-là comme le premier parti politique de notre pays. Donc, en termes de résultats, maintenant, nous pensons quand même, nous avons 77 communes. Nous pensons, comme résultat, nous pensons au moins avoir 60% de maires.
Bénin. Et aussi être présent dans les 40 autres de façon majoritaire, même si on n'a pas la possibilité d'avoir le vote. Nous sommes à 1 an, presque pratiquement 3 mois ou 2 mois des élections générales de 2026. Et jusqu'à l'heure actuelle, aucun parti n'a encore, de l'avance même de l'opposition, n'a encore présenté à l'opinion publique un candidat, monsieur le ministre. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Non, cela a toujours été le cas depuis 1992. En 2016, le président ou le candidat de FCPE qui était au pouvoir a été connu à combien de mois? Mais en ce moment, ils sont tous venus de manière. C'était des créatures indépendantes, plus ou moins. Ils ne sont pas venus sous un parti. Mais cette fois-ci, la réforme a décidé que ce sont les partis qui vont présenter des candidats. Alors, à 1 an, je dirais, on le sent encore. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Oui, non, expliquez-nous ça. C'est parce que c'est la réforme du système partisan. C'est le parti qui présente un candidat, ce n'est pas le candidat qui se présente. Donc, par conséquent, c'est normal. Donc, c'est que le culte de la personnalité n'est plus en groupe, n'est plus de mise. Donc, c'est le parti. Tout le monde sait. Et la première question que vous m'avez demandé, est-ce que votre parti va présenter un candidat? Exactement. Je peux vous dire avec certitude que oui, notre parti va présenter un candidat. Vous comprenez ça? Mais le candidat qui sera présenté ne le sait pas lui-même encore. Ce ne sera pas encore, c'est ça, du parti. Et voilà, et le chef de l'État a dit que le candidat sera connu à 6 mois de l'élection et qu'il sera actif également dans l'élection de son. En octobre prochain, tous les candidats aux élections présidentielles seront connus. Dans un an exactement. Monsieur le ministre, je voulais que vous regardiez tout droit dans cette caméra et voilà, et dire aux citoyens encore qui doutent des réformes en cours au Bénin. Voilà, qu'est-ce que vous avez à le dire, je vais dire, à ces citoyens-là qui doutent encore des réformes en cours au Bénin. Et ce sera là pour la fin. Ce que je voulais leur dire, c'est que nonobstant la difficulté actuelle de mise en œuvre de ces réformes, je reste convaincu que c'est l'avenir politique de notre pays qui est en jeu. C'est-à-dire que ces réformes politiques, le système partisan, est le meilleur héritage que la classe politique pourrait gagner à la fin du régime d'État. Si on est conscient de cela, je pense qu'on doit faire fi, on doit minimiser un peu les difficultés que nous rencontrons. Parce que pour moi, c'est la meilleure porte de sortie. On ne peut pas faire autrement la politique dans notre pays. On ne peut pas faire du désordre et l'appeler la démocratie. Les gens disent que la démocratie ne respire pas. On dit que c'est le multipartisme intégral, etc. Mais est-ce que le multipartisme intégral nous a permis à un seul président du Bénin de gouverner? Ça n'a pas permis. Donc quand c'est comme ça, on ne reste pas là sans apporter la solution. Le président Talon a décidé d'attaquer le mal à partir de la racine. Et c'est en attaquant le mal par les racines que nous pouvons guérir de ces maux que nous avons connus par le passé dans la démocratie. Donc moi j'encourage le peuple béninois à soutenir ces réformes et à relever les insuffisances. C'est clair, il y a des insuffisances. Et on va relever. On ne peut pas remettre en cause cela. C'est pour vous dire que le code qui prévoit des strates de pourcentage, il faut avoir 10%, il faut avoir 20%, c'est justement pour faire aboutir la réforme. Quand le législateur a été obligé d'introduire ces contraintes-là. Et ces contraintes-là sont salvatrices pour les partis politiques qui sont actuellement là. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur le ministre, moi, l'endroit de cette jeune équipe. Je voudrais vous remercier. Je pense que quand je suis rentré, j'ai été frappé par la jeunesse de l'équipe. Et je pense que je voudrais vous dire toutes mes félicitations et mes encouragements aussi. Et vous dire que vous avez de l'avenir. Beaucoup de jeunes devraient s'inspirer de vous. Nous avons fait une tournée récemment. À chaque fois, dans toutes les commandes, on nous demande les postes. Mais la jeunesse doit comprendre que les choses vont changer. C'est vous-même, jeunes, qui devez créer l'emploi. C'est ce que vous avez fait. Vous avez créé de propres emplois. C'est ce que nous attendons de la jeunesse. C'est pourquoi j'ai dit à certains, quand on est jeune, on est dans les entreprises.
à un certain âge, on avait la politique pour diriger parce qu'on a des expériences. Donc, on ne peut pas commencer un processus par le haut, on commence toujours par le bas. Pour aller vers le haut. Exactement. Merci pour ces conseils, merci pour ces mots encourageants à l'endroit de la jeune équipe de Dabaro et de BLTV. Exactement. Allô, c'est la fin de cette émission conclue. Bien, nous arrivons au terme de notre émission entre deux. Merci à Monsieur le ministre Théophile Yarou et pour cette conversation enrichissante qui nous a permis de mieux comprendre la vision et les actions de l'Union progressiste, le renouveau. Il ne faut pas oublier ça. Alors, dans cette période charnière entre les défis politiques, la révision du code électoral et les prochaines échéances électorales, l'avenir du Bénin est en pleine construction. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Continuez de rester informés et impliqués dans la vie politique de notre pays. À très bientôt pour un nouveau numéro.